Do I have everybody's attention now? Yo, c'est Skatchatra, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui une review matinale. Tout d'abord, avant de commencer cette review du Monday Night Raw, j'aimerais tout d'abord parler du cas Chad Gaspard. Chad Gaspard, un ancien catcheur de la WWE que j'ai bien connu dans les Crime Time avec JTJ. Donc Chad Gaspard est porté disparu depuis ce dimanche après-midi aux alentours de 16h à Los Angeles. Il a disparu en mer, mais son fils a pu être sauvé. Il a pu demander au sauveteur de sauver son fils en premier, et ensuite a été emporté par une vague. Donc force à toute sa famille, et les recherches se font encore. J'espère qu'ils vont le retrouver, et on a peu d'espoir, mais j'espère vraiment qu'ils vont retrouver Chad Gaspard. En tout cas, il leur a fait un geste héroïque envers son fils. Il préférait sauver la vie de son fils plutôt que de la sienne, et ce serait vraiment une mort héroïque. On commence ensuite avec le Monday Night Raw. On commence directement avec Charo Caruso qui nous présente Randy Orton. Qui arrive et qui insiste sur le fait qu'il a gagné en tant que Edge a gagné en tant que meilleur homme, mais pas en tant que meilleur catcheur, et qu'il n'a pas répondu la semaine dernière parce que tout simplement il n'a plus la passion, et en fait que tout simplement que Edge a peur de lui. Edge a peur de remonter sur le ring pour un bon vieux match de catch. Edge arrive ensuite, il dit qu'il n'a pas répondu la semaine dernière parce qu'il ne voulait pas précipiter les choses, mais que Orton, il insiste encore sur le fait qu'Orton a tout eu sur un plateau, qu'il fait tout ça juste pour avoir plus de chèques, mais que lui, il a la passion, il a jamais oublié d'où il venait et qu'il vient de loin. Il dit que les deux sont d'anciens, lui et Orton sont d'anciens champions intercontinentaux. Il lui a pris les titres intercontinentaux en 2004, il a pleuré, lui, la première fois qu'il a eu championnat intercontinental, contrairement à Orton qui a eu vraiment, il insiste vraiment sur le fait qu'Orton a tout eu, qu'il a été gâté. Et ensuite Orton dit, Orton s'en fout en fait, Edge lui dit tout ça, mais Orton s'en fout. Il lui dit alors mon match, et Edge le coupe et lui dit oui, j'accepte ton match. Donc Orton Edge officialisé, Backlash dans un match de catch normal. Samoa Joe dit Randy Orton, Samoa Joe disent que ça va être le plus grand match de catch qu'on a jamais vu. Là par contre je suis pas d'accord. Là, va falloir vraiment nous sortir du loin pour avoir la prétention de dire que ce sera le plus grand match de catch qu'on ait jamais vu. Avec Edge et Orton, c'est pas les deux meilleurs workers à la WWE. Bon, en promo guy, c'est peut-être les top promo guys en ce moment à la WWE, pas de souci, mais c'est pas les top wrestlers ever de la WWE. Donc, je demande à voir comment ils vont nous. S'ils nous disent ça, s'ils insistent sur ce fait-là, c'est pas pour rien. Donc à mon avis, dans ce match-là, il va se passer quelque chose de spécial, je pense. Je pense que ce sera pas un match normal, ce sera un match atypique. Ce sera un match très atypique, je pense. Donc j'attends de voir ça et j'espère que je serai surpris. On enchaîne ensuite avec Seth Rollins qui est sur le ring accompagné de Buddy Murphy, son disciple. Il dit qu'il a eu une révélation. Il dit que des fois, il faut savoir perdre pour pouvoir voir son vrai visage. Il dit qu'il s'est fourvoyé et que maintenant il a retrouvé la lumière, et qu'il tient à remercier Rey Mysterio malgré ce que les gens pensent de ce qu'il a fait. C'était un sacrifice nécessaire pour qu'il devienne le leader, et c'était une sorte de bénédiction déguisée. Humberto Carrillo arrive, la coupe de cheveux d'Humberto Carrillo. Sa coupe de cheveux c'est plus possible. Franchement, sa coupe de cheveux de gamin de 12 ans, faut arrêter le délire quoi. Donc Humberto Carrillo arrive, il dit que personne ne le croit sur ce qu'il dit sur Mysterio, que Mysterio est son idole, blablabla, et que Rollins est un lâche, blablabla, et il commence à s'approcher de lui, mais Murphy l'en empêche. Donc on a un petit match Murphy contre Carrillo. Bon échange entre les deux, mais à un moment donné, Carrillo est sur le tablier du ring, et il tente un springboard, mais Rollins le regarde, donc il est distrait par Rollins, il fait son springboard quand même, mais il est accueilli par le genou de Murphy. Et ensuite Murphy qui enchaîne avec sa loi de Murphy, son Murphy's Law pour la victoire. Buddy Murphy qui continue à l'agresser, il l'envoie dans les escaliers après le match, mais c'est Aleister Black qui vient sauver Humberto Carrillo et mettre Buddy Murphy en déroute. Corbin, qui n'était pas interviewé, qui dit qu'il n'est pas content qu'on l'accueille pas comme une star, qu'il n'est pas sa loge, et il essaye de soudoyer un peu l'arbitre pour son match contre Drew McIntyre un peu plus tard dans la soirée. Petite promo de Liv Morgan qui dit que voilà, sa mère a galéré dans la vie, elle n'avait pas beaucoup de sous, qu'elle s'est toujours battue, et aujourd'hui elle se rend compte qu'elle est comme sa mère, qu'elle est au plus bas. En fait, elle compare sa situation à la WWE à celle de sa mère dans la vraie vie, et que maintenant elle doit se battre pour être championne d'Euro, et que c'est son combat, et never give up. Oui,
c'est une promo un peu bizarre que j'ai trouvé. Bon, après, en même temps, la meuf elle a eu 2 victoires, elle va s'attaquer à Charlotte Flair, mais faut arrêter le délire quoi. C'est comme je l'ai dit il y a 2 semaines, t'as 2 victoires, ok, mais essaie d'enchaîner quelques victoires, d'être un peu plus crédible pour affronter Charlotte Flair. C'est pas avec 2 victoires sur Ruby Riott que tu vas affronter Charlotte Flair, faut arrêter le délire. Faut arrêter ce délire, de 2 victoires tu peux aller affronter Charlotte Flair. Charlotte Flair, faut arrêter le délire hein. En plus Charlotte Flair elle est sur, en ce moment elle est sur une série de victoires, elle est vraiment imprenable Charlotte Flair en ce moment. En parlant de Charlotte Flair qui continue sa tournée tri-hebdomadaire, qui nous dit bon, je suis le visage de la compagnie, blablabla. Elle nous rappelle que la semaine prochaine elle a un match contre Bayley, match champion contre champion. Ensuite elle invite Ruby Riott à venir pour l'affronter. Donc une sorte d'open challenge, hein, Charlotte Flair maintenant qui va faire le tour des rosters pour faire un open challenge. Moi ça me dérange pas. J'ai vu sur Instagram etc que ça dérangeait quelques personnes, mais moi ça me dérange pas. Moi ça me dérange moins que Charlotte Flair fasse des matchs, des bons matchs, que les Street Profits et Viking Riders qui font des lancers de je sais pas quoi pour les titres par équipe. Ça me dérange, d'accord. Donc Ruby Riott contre Charlotte Flair, bonne performance de Ruby Riott. En tout cas Ruby Riott a plus tenu que Liv Morgan contre Charlotte Flair, ça je tiens à le préciser. Mais c'est naturellement Charlotte Flair ça s'impose avec son figure 8 qu'il a fait taper. On enchaîne avec Bobby Lashley qui est interviewé par Charlie Caruso, mais il n'a même pas encore le temps d'ouvrir la bouche que MVP est déjà là. Il lui dit que ça fait 13 ans qu'il n'a pas eu d'opportunité pour le titre majeur, qu'il passe, mais que le chemin pour arriver au titre majeur passe par des gens comme R-Truth et sa femme. Et en fait, il essaie de le motiver, il lui dit que voilà, en fait, il s'en fout du titre depuis qu'il est avec sa femme. Et ça fait cogiter Bobby Lashley quoi. Donc MVP qui essaie encore une fois de ramener Bobby Lashley dans son écurie, ce serait une grosse trouvaille parce qu'on a, c'est vrai qu'il a Brendan Vick et Shane Thorne, mais bon, on les a pas vus cette semaine. Je vous le dis tout de suite, ils seront pas là ce soir. Segment entre les Viking Raiders et les Street Profits. Franchement, franchement, c'était le moment où je suis parti manger un morceau parce que là, les Viking Raiders et les Street Profits sont en train de me saouler avec leur truc de je sais pas quoi. Et en plus, le truc, c'est que ça va s'étaler sur tout le show quoi. Ça va vraiment, c'est pas un segment, ça va être des segments dispersés dans tout le show. Ça m'a grave saoulé. Kairi Sane ensuite présente Asuka la championne. C'est une sorte de célébration de son titre. Donc maintenant Asuka qui est Grand Slam champion, ça veut dire qu'elle est championne NXT, championne par équipe et championne elle était championne de SmackDown, championne de Raw. Donc ça veut dire que voilà, elle a eu tous les titres en gros. Elle a eu tous les titres. Ça se passe pas comme ça au masculin parce qu'il y a des titres intermédiaires aussi à avoir pour être Grand Slam champion. Mais pour les féminins, je pense qu'elle est là, dans le deuxième après Charlotte. Donc voilà, ils font une sorte de célébration. Kairi Sane commence à faire de la flûte, mais c'est Nia Jax qui vient la couper. Elle dit que voilà, qu'on lui a donné le titre parce qu'elle était, en fait le titre on lui a donné, elle s'est pas battue pour l'avoir. Bon, si, elle s'est quand même battue parce que le Money in the Bank était pour le titre féminin finalement. Ça, elle semble l'oublier. Elle dit qu'elle est qu'une championne de transition et qu'elle est qu'une championne de transition pour elle. Et voilà. Et donc Asuka commence à s'énerver et fout Nia Jax en dehors du ring pour avoir gâché sa célébration. Encore Corbin interviewé qui dit qu'il connaît bien Drew McIntyre. Oui, Drew McIntyre a fait le larbin pour Corbin pendant un moment donné en fin 2008 je crois, 2018 qu'est-ce que je dis. Et qu'il connaît ses faiblesses et qu'il les utilisera contre lui. Bobby Lashley contre R-Truth, pour le passé, MVP a dit à Bobby Lashley qu'il pour aller défier Drew McIntyre, il fallait passer par R-Truth. Faut arrêter le délire, ça fait 3 semaines que t'arrêtes pas de le battre le mec, faudrait peut-être penser à autre chose. R-Truth provoque Bobby Lashley avec des fausses dents, ces fausses dents un peu en mode Gugus du Texas. Mais c'est Bobby Lashley qui le chope et qui le fout son nouveau finisher on dirait. Il fait une full Nelson slam et ensuite il le fait abandonner avec une full Nelson. Et ensuite MVP vient le féliciter de sa victoire. Et Lana en backstage elle a l'air vraiment furieuse, elle prend la télé, elle explose par terre. Donc histoire à suivre. On enchaîne ensuite avec Alexa Bliss et Nikki Cross contre les Iconics. Je vais la faire très rapide. À un moment donné t'as Alexa Bliss qui allait faire son twist and bliss sur Billie Kay. Mais Peyton Ross casse le comté et continue à attaquer Alexa Bliss, ce qui cause une disqualification en fait. J'ai jamais vu ça. En 13 ans de visionnage de catch, j'ai jamais vu quelqu'un casser un tombé et elle l'a juste envoyé sur le poteau. L'arbitre lui a dit arrête une fois et elle l'a envoyé sur le poteau. C'était terminé. Et pour ça, ils ont fait disqualifier. Mais quelle fin de merde! Quelle fin! En 13 ans de regardage de catch, je n'ai jamais vu ça.
j'ai jamais vu quelqu'un qui casse un tombé se faire disqualifier. Faut arrêter le délire. Si vous voulez faire des fins à la con, ils auraient dû faire une victoire pour Alexa Bliss et Nikki Cross. Mais là, c'est vraiment une fin à la con, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce genre de fin, mais c'est vraiment une fin à la con. Donc ensuite, en backstage, Alexa Bliss et Nikki Cross, bien entendu, conservent le titre et gagnent par disqualification. Ensuite, Billie Kay met une gifle à Peyton Royce pour avoir gâché la chance qu'ils avaient pour le titre. Ensuite, elle pleure et elle soit un câlin. Nia Jax attaque Kairi Sane backstage. Elle agresse Kairi Sane backstage. Ensuite, Kairi Sane est observée par le médecin. Asuka est vraiment furieuse. Elle va demander des explications à Nia Jax, qui l'ignore. Elle la chope par les cheveux et la jette par terre. Donc, on est à l'aube d'une rivalité entre Nia Jax et Asuka. Asuka qui est vraiment extrêmement divertissante. Ça, je le dis encore. Asuka qui est vraiment extrêmement divertissante et qui m'amuse beaucoup. Avec Kairi Sane, son petit truc de flûte, ça a commencé. Elle m'amuse vraiment beaucoup. J'aime beaucoup Asuka en ce moment. J'aime beaucoup son boulot. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle mérite le titre. Et Asuka et Kairi Sane, on dirait qu'elles sont vraiment sur un face turn. Ce qui n'est pas plus mal. En fait, elles gardent. C'est ça que j'aime bien. Ça va être un face turn organique. En fait, elles gardent la même personnalité, mais elles vont turner face en fait. Parce qu'il y aura plus ils que eux devant elles, quoi. Donc ensuite on enchaîne avec Shayna Baszler contre Natalya, un submission match, un match soumission, un match revanche de la semaine dernière. Natalya qui veut pas lâcher l'affaire avec Shayna Baszler, mais finalement ce match se termine assez rapidement. C'est Shayna Baszler qui prend le dessus avec un Kirifuna clutch et Natalya abandonne. Ensuite Natalya pète un câble et le décor de Kevin Owens show est en train de se dessiner derrière elle. Elle a commencé à vraiment balancer tous les trucs, tous les posters, tous les sièges, etc. Donc Natalya qui part peut-être sur un heel turn, je sais pas, peut-être que la semaine prochaine elle va s'énerver et puis elle va tabasser quelqu'un. Je pense que ça va lui faire du bien Natalya parce qu'elle tourne vraiment en rond et moi Natalya je la verrais plus du côté de SmackDown. Je pense qu'il y aurait beaucoup à faire à SmackDown avec Natalya. Pas du côté de Raw, c'est trop. Non, Natalya du côté de SmackDown, je pense que elle pourrait donner des très bons matchs, notamment contre Bayley. On enchaîne ensuite avec Kevin Owens qui fait son retour. Kevin Owens qui a son bras qui est entièrement tatoué, son bras gauche. Donc il arrive, il remercie Natalya d'avoir fait le ménage. Il présente Zelina Vega, ses invités, Zelina Vega et ses protégés. Et Zelina Vega arrive, vante les mérites de ses protégés. Parce que en fait Kevin Owens a invité Zelina Vega et sa petite troupe pour régler les embrouilles de la semaine dernière. Il a voulu faire un peu une Jerry Springer. Je sais pas si vous voyez un peu l'émission télévisée de Jerry Springer. C'est une émission en fait, il invitait des gens et puis des couples et tout pour qu'ils s'embrouillent. Il voulait ça, mais finalement il s'embrouille pas. Et Kevin Owens en fait reste pendant toute la scène. Kevin Owens est sur le tablier du ring en fait, sur le côté du ring. Et Zelina Vega lui demande qu'est-ce qu'il fout sur le tablier qui rentre sur le ring. Et ensuite Kevin Owens dit qu'il attend son autre invité qui n'est autre qu'Apollo Crews qui fait aussi son retour. Et il se jette sur Andrade. Ensuite on a un match directement Kevin Owens et Apollo Crews contre Andrade et Angel Garza. Bon échange, j'ai rien à dire là-dessus. Zelina Vega essaye de distraire l'arbitre et Angel Garza essaye d'envoyer Apollo Crews sur Austin Theory qui attendait sur le tablier. Mais c'est Crews contre la projection de Garza. Donc Garza se mange le coup d'Austin Theory qui était destiné pour Apollo Crews. Ce qui permet à Apollo Crews de porter une powerbomb pour la victoire. Et à la fin du match, Andrade attaque Austin Theory. Et Andrade et Garza attaquent Austin Theory. Et Zelina Vega dit qu'elle n'a plus jamais cru en lui, qu'elle n'a plus besoin de lui. Donc Austin Theory est officiellement viré de la team de Zelina Vega. Et Apollo Crews fait un retour en tant que face. Moi je croyais que ça allait être un heel turn, j'avais cru un heel turn. Bon, après faut pas croire tout ce qui se dit sur internet, mais moi j'avais vraiment un repackaging complet de personnages, changement complet de personnages. Moi c'est ça que je voulais un repackaging, je voulais pas Apollo Crews qui revient avec son petit slip ou je sais pas quoi, non, je voulais vraiment tout changer pour Apollo Crews, mais apparemment il le laisse comme ça, donc on verra bien, après on verra bien. Aleister Black contre Buddy Murphy qui est à son deuxième match de la soirée. Donc pendant le match, Rollins regarde Austin Theory. En fait, il y a le match qui se déroule, mais Austin Theory est encore à l'extérieur, il se remet de l'agression qu'il a subi de Angel Garza et Andrade. Rollins le regarde et lui tend la main, comme il avait pu le faire avec Buddy Murphy un peu plus tôt.
Et Austin Theory ensuite prend la main de Rollins. Rollins le prend dans ses bras, le regarde. Et là on voit que Austin Theory est vraiment, on dirait, sous le joug de Seth Rollins, de son nouveau gourou. Et ensuite il s'attaque à Aleister Black. Et ensuite les trois se mettent à défoncer Aleister Black. Non, même pas, Rollins se salit même pas les mains. C'est Theory et Murphy qui défoncent Aleister Black. Et Austin Theory finit Aleister Black avec un TKO. Donc Rollins recrute officiellement Austin Theory dans sa secte. C'est une très bonne chose parce que les AOP, on peut pas compter sur eux. Ils sont H24 blessés, les mecs. Déjà NXT c'était H24 blessés. Là, attendez, depuis le début de, est-ce qu'ils ont fait un match depuis le début de l'année? Ils ont même pas fait un match, ils sont quand même blessés, s'il te plaît, il faut arrêter la vérité, il faut dire la vérité. Ils étaient avec Rollins, mais ils ont jamais fait de match quand ils étaient avec Rollins, je suis désolé. Ces mecs, ils sont blessés H24, ils sont blessés en ne rien foutant. Non, les AOP, on peut pas compter sur eux, et il faut vraiment faire quelque chose pour les AOP, parce que là, ils sont en train de vraiment de placer leur carrière au placard. Interview d'Apollo Crews qui dit qu'il veut réaffronter Andrade pour le titre US la semaine prochaine. Zelina Vega arrive et lui dit clairement qu'il a deux choix. Soit annuler son match la semaine prochaine contre Andrade, soit il marchera plus jamais. Apollo Crews lui dit qu'il est prêt pour la semaine prochaine et qu'il deviendra champion US. Donc officialisé Apollo Crews contre Andrade la semaine prochaine pour le titre des États-Unis. J'espère que pour Apollo Crews ce sera la bonne. J'espère vraiment que ce sera la bonne pour Apollo Crews parce qu'il le mérite. Ça ferait plaisir de voir un champion US face. Et j'espère que là, à mon avis, ils vont lui donner plus de temps d'écran. Comme il sera champion US, ils vont lui donner plus de temps d'écran, plus de temps pour parler, plus de temps pour s'exprimer. Et les gens, j'espère qu'il prouvera aux gens qui disent qu'il n'a pas de charisme, qu'il en a, et qu'il en a un peu dans le froc et qu'il peut vraiment devenir quelqu'un à l'avenir à la WWE. Donc c'est ta chance. Apollo Crews, c'est ta chance. Vas-y. Donc on enchaîne avec le match qui était ensuite le main event of the evening, Drew McIntyre contre Baron Corbin. Le match commence et MVP et Lashley viennent et disent qu'ils veulent regarder le match, ils veulent regarder le champion McIntyre pour un futur match avec pour évaluer ses capacités face à Tiff, pour évaluer ses capacités quoi. Donc Corbin contre McIntyre, franchement c'était un bon match. Je me suis vraiment pas ennuyé. C'est passé comme je sais pas, j'ai bien aimé. Franchement, je vais pas faire le mec, c'est pas parce que Corbin machin. Mais j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était bien. C'était sans prétention. C'était agréable à regarder. Voilà, c'était agréable à regarder. Mais victoire de Drew McIntyre clean avec un Claymore kick. Et ensuite Drew McIntyre qui regarde Bobby Lashley et MVP avec le titre de la WWE. J'avais très peur que Corbin devienne le challenger de McIntyre. Ça, j'avais très peur qu'il fasse ça. Parce que Corbin, déjà, 1, il fait partie de SmackDown. Et 2, il a perdu son dernier match contre Elias. Donc il n'y aurait aucun sens à ce que Corbin devienne challenger numéro 1 pour le titre de WWE. Et j'ai une théorie par rapport à Corbin. Si Elias a battu Corbin à SmackDown, ça veut dire que peut-être qu'Elias va devenir champion intercontinental. Parce que ça n'aurait aucun sens que Elias batte Corbin pour battre Corbin en fait. Donc je pense qu'Elias a ses chances sur le tournoi. Je pense qu'Elias peut courir la surprise. Parce que sinon ils auraient fait gagner Corbin. C'est Corbin qui a le push, c'est pas Elias. Elias on le voit jamais. Donc je pense que Elias a ses chances pour le titre intercontinental. News WWE. Drew Gulak quitte la WWE. Son contrat s'est arrêté vendredi dans son dernier match était contre Daniel Bryan. Mais les négociations pour en fait son contrat s'est arrêté et les renégociations pour son contrat n'ont pas abouti. Il est agent libre maintenant. Et il paraît qu'il est agent libre, mais il est toujours en pourparlers avec la WWE pour que son contrat une resignature ne serait pas impossible. Donc un retour de Drew Gulak à la WWE ne serait pas impossible et il est toujours en train de discuter avec la WWE pour la renégociation de son contrat. Donc c'est tout ce que je pensais du Raw du 19/05/2020. Abonnez-vous, likez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis.